Alors d'abord vous dire que donc je suis vraiment super contente d'être là ce soir d'abord parce que j'adore venir faire des interventions pour l'Acte et pour ses auditeurs, pour sa tribu, pour sa communauté, mais aussi parce que j'adore les patients qui ont des troubles obsessionnels compulsifs. Vous savez, on a tous un peu, quand on est vieux comme moi, on a tous un peu une catégorie de patients un peu préférés en fait, hein. Enfin plusieurs évidemment, pas qu'une, mais plusieurs, et puis des catégories qu'on aime moins. Moi par exemple, j'ai très peu de dépressifs parce que je ne sais pas très bien faire avec les dépressifs, ils m'agacent assez rapidement, ce qui n'est pas très thérapeutique pour eux. J'aime pas tellement les couples et j'en ai pourtant, ça je ne me l'explique pas parce que vraiment je trouve ça très compliqué aussi les thérapies de couple. Mais en revanche, les obsessionnels, et particulièrement les obsessionnels compulsifs, je les trouve ultra touchants. Et en plus, ils sont d'une créativité absolue pour se faire souffrir, vraiment à chaque fois me désarme littéralement. Et voilà, donc je suis vraiment très contente de parler de ce sujet parce que voilà, c'est vraiment un sujet de prédilection. Alors, vous l'avez vu, je pense que je vais faire redite, je vais aller très vite là-dessus, mais grosso modo, ce qu'on voit chez nos patients, qui ont des TOC, c'est deux peurs, en fait, deux émotions, pardon, qui se combattent, enfin, qui s'entremêlent, et qui d'ailleurs n'apparaissent pas au même moment. Il y a une sorte de chronologie dans le trouble obsessionnel compulsif. Au départ, il y a une peur. Au départ, il y a une peur qui est assez sourde, qui est assez étouffée, et notamment, elle est étouffée par les rituels, en fait. En tout cas, c'est l'objectif qui est poursuivi. Et d'une certaine manière, ça fonctionne en partie, pas du tout suffisamment, mais ça fonctionne en partie. Et ce qui est assez intéressant, c'est que très souvent en première séance, euh, ce qui est fondamental, c'est vraiment montrer à quel point on comprend ce que la personne fait avec ses rituels. Ce qui est très compliqué, parce que vraiment, des fois, c'est totalement irrationnel, quoi. C'est extrêmement superstitieux pour un certain nombre d'entre eux. On ne voit pas le lien du tout avec le contexte à certains moments. Et pour autant, si en effet, on ne met pas un sens absolument logique à ce qu'ils font, on vient taper sur la deuxième émotion, qui est l'émotion de honte, qui est très forte chez les gens qui ont des TOC. On va voir pourquoi. Et ça veut dire que très souvent, moi, ce que je dis à mes étudiants, c'est vraiment de réfléchir avec la personne à quel moment, d'une certaine manière, leur terre a tremblé. À quel moment leur terre a tremblé et d'une certaine manière a créé des fissures chez eux, fissures qui ont permis que la peur s'insinue en eux, comme ça, de façon, je le redis, sourde et violente à la fois. Euh, et si on n'obtient pas ça, moi ce que je constate beaucoup dans ces thérapies-là, si on n'obtient pas cette espèce de récit qui dit, il est bien logique que à la naissance de votre enfant à 14 ans, votre terre est tremblée, comme dans l'exemple précédent, et que d'une certaine manière, la peur à ce moment-là ait commencé à entrer en vous, euh, ils se sentent a priori extrêmement jugés. Donc ça, c'est vraiment un des points fondamentaux, je trouve, de ces patients-là, c'est qu'il faut être dans une alliance thérapeutique où il faut faire vraiment preuve d'empathie stratégique. Et l'empathie stratégique pour nous, c'est dire au patient, je comprends parfaitement que vous fassiez ça, parfaitement que vous fassiez ce que on va vous demander d'arrêter de faire en fait d'une certaine façon. Donc ça, c'est la première émotion. La deuxième, je le disais, donc c'est la honte. Il faut savoir de façon assez précise que l'attente en consultation avant de venir consulter donc, pour des TOC, elle est de 8 ans en moyenne, ce qui est énorme par rapport à des phobiques, par exemple, par rapport à des dépressifs, par rapport à des problématiques plus externes. 8 ans, c'est beaucoup. En 8 ans, on a vraiment bien le temps d'enquister le problème, en fait, d'une certaine manière. Et ce qui est très paradoxal, c'est qu'à la fois, on est dans une situation donc très enquistée, qui date depuis longtemps, et à la fois, on est dans une assez forte situation d'urgence parce que le risque de suicide est 5 fois plus élevé chez les patients qui sont atteints de troubles obsessionnels compulsifs que la moyenne nationale. Et vraiment, c'est un trouble qui génère plus de risques suicidaires que par exemple des phobies ou que par exemple même des dépressions d'une certaine manière. Donc, et on ne le dit pas assez, je trouve, parce qu'on a l'impression que c'est très mental et que du coup, il n'y a pas forcément des émotions extrêmement submergentes, en tout cas d'un point de vue expressif. Et pour autant, c'est des gens qui sont dans une immense souffrance.
Elle est paradoxalement très souvent enquistée chez les adultes. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que je pense qu'il y a vraiment une différenciation entre les TOC des enfants et les TOC des adultes. Alors, j'ai fait un super schéma qui fait mal à la tête en fait quand je le regarde là, mais je vais vous l'expliquer en plusieurs étapes. Parce qu'en effet, je pense que c'est un des rares troubles pour lequel il y a vraiment une espèce de chronologie des faits différents qui, au bout d'un moment, vont s'entremêler. Alors, comme je le disais en premier lieu, il y a la peur. Donc une peur qui, voilà, qui a été créée par un événement, comme je le disais souvent. Et là, l'individu commence à mettre en place un certain nombre de rituels pour éviter de ressentir la peur. C'est ça son objectif au départ. Il essaye d'éviter de ressentir la peur en mettant en place des rituels qui vont l'apaiser d'une certaine manière. Euh, Comme en fait, si on reprend la métaphore de sa terre a tremblé, il essaye de contrôler pour que la terre ne tremble plus. Et de ce point de vue-là, c'est assez logique, en fait, hein, d'une certaine façon. J'ajoute que, comme je le dis souvent à mes étudiants, quand on parle de folie et de santé mentale, qui est quand même un sujet absolument passionnant, je leur dis, en fait, la frontière est assez ténue. Si on prend précisément les TOC, les rituels, je leur dis, quand par exemple vous marchez dans la rue et que vous essayez de ne pas marcher sur les traits parce que vous vous dites, si je ne marche pas sur les traits, ma journée va être bonne, ne me dites pas que vous l'avez pas fait, je sais que vous l'avez fait forcément à un moment ou à un autre. Ou quand vous jetez un papier dans une poubelle en disant, si jamais elle rentre, ça veut dire que c'est quand même bon signe. On est quand même au début des TOC. Donc, la frontière est assez ténue. Ce qui se passe là, c'est que à un moment donné, le fait de d'effectuer ce rituel, et c'est tout le problème des tentatives de solution, tentatives de régulation, c'est que ça apaise un peu à court terme. Et donc, du coup, ça encourage d'une certaine manière à continuer, mais la peur, elle, n'est pas du tout traitée, puisque la peur est évitée, en fait, hein, par ce rituel. À partir de là, à un moment donné, et souvent c'est lié à l'entourage, notamment à l'entourage chez les adultes, il y a quelque chose de l'entourage et aussi de soi-même hein, qui vient dire arrête de faire ça. C'est ridicule. C'est débile. Enfin, je veux dire, tu es vraiment très bizarre en fait de faire ça. Et c'est là en fait que la honte vient s'inviter. Parce que, en effet, je vous le redis, ils font des choses extrêmement bizarres. Et donc, là, il y a une deuxième tentative de régulation qui est en méta une tentative de contrôle de ces rituels. C'est-à-dire que les rituels sont là et c'est le rituel qui devient le problème et c'est le rituel qu'on veut faire disparaître. C'est-à-dire que pour moi, et c'est la troisième étape du coup, ça devient au fond des symptômes qu'on va essayer de contrôler tout en continuant à les faire. Et c'est ça qui est problématique. Parce qu'il faut qu'on joue sur les deux tableaux, à la fois sur les rituels, donc avoir une prescription sur le symptôme, et à la fois sur le fait d'éviter le ressenti de la peur. Donc c'est vraiment sur ces deux axes qu'on va devoir travailler, parce que à un moment donné, lorsque les adultes viennent consulter et que ça fait donc plusieurs années qu'ils sont dans cette problématique-là, les rituels, ils ont presque l'impression qu'il n'y a plus de raison à ce rituel. Pourquoi? Parce que le fait de les avoir mis comme ça, les uns sur les autres, de les avoir empilés d'une certaine façon, ça a, comme je le disais tout à l'heure, un tout petit peu fait disparaître la raison de la peur, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'ils savent même plus, pour un certain nombre d'entre eux, de quoi ils ont vraiment peur et quelle peur ils sont en train d'essayer de conjurer avec ces rituels. C'est pour ça que j'ai mis qu'en troisième partie, en effet, ça devient des rituels d'évitement sans raison, puisque la peur, ils l'ont d'une certaine manière un peu oubliée. Donc, c'est vraiment un schéma interactionnel qui se met en place de façon progressive et ma focale sur les enfants, et de ce point de vue-là, c'est une bonne nouvelle, c'est que les enfants, lorsqu'on intervient au tout début des rituels et qu'ils n'ont pas encore honte, c'est-à-dire qu'ils sont juste en fait dans une peur qu'ils essayent d'éviter de ressentir en mettant en place ces rituels, mais il n'y a pas encore cette honte qui vient leur dire arrête ça. Et il n'y a pas encore un entourage, par exemple les entourages les conjoints en fait, hein, des personnes toquées vont beaucoup être, c'est logique, dans le fait de dire mais arrête en fait, tu vois bien que c'est n'importe quoi. Donc cette honte n'est pas encore très forte chez eux. Et là, en travaillant juste sur l'apprivoisement de la peur avec les enfants et les adolescents, parce que par exemple, les cas de harcèlement en milieu scolaire génèrent souvent des TOC hein, chez les enfants anxieux. Le simple fait de travailler sur cette peur-là et sur cette interaction dysfonctionnelle-là fait que les rituels s'apaisent parce que la peur a été d'une certaine manière apprivoisée. Du coup, je voulais vous parler d'un cas très emblématique, je trouve, en tout cas de ce que nous recevons en consultation. Donc c'est Lucie qui est une gardienne de la paix.
Lucie vient me voir, et donc en effet, c'est la première fois qu'elle consulte, et ça fait, je crois, presque 10 ans en fait que elle est face à cette problématique. Alors, elle m'explique qu'en fait, elle, elle habite à peu près à 10 kilomètres de son travail et donc elle est dans une ville où en effet elle peut y aller en voiture bien entendu, mais elle peut y aller aussi en bus, voilà, elle peut y aller en vélo, enfin tout ça est possible parce que c'est relativement proche. Elle me dit mais le problème c'est que en fait j'ai commencé à avoir des rituels très bizarres. Je, je mets aujourd'hui 4h30 pour aller au travail quand j'y vais en voiture. Donc 4h30 quand j'y vais en voiture, parce que en fait, elle m'explique que quand elle part, elle a déjà un certain nombre de rituels euh, où elle va vérifier des choses, hein, de vérification dont on parlera plus tard. Mais surtout, en fait, ce qui se passe, c'est que quand elle arrive à un rond-point, et on est dans une région où il y a beaucoup de ronds-points, euh, elle s'engage dans le rond-point, et là, quand elle sort du rond-point, elle se dit, il se peut que j'ai fait une micro-amnésie et que j'ai écrasé quelqu'un sans m'en rendre compte. Et du coup, elle refait le tour du rond-point. Elle refait le tour du rond-point et puis elle refait demi-tour, elle refait le tour du rond-point pour repartir en fait. Et là, à nouveau, elle s'est dit en sortant de son rond-point, j'ai peut-être fait une micro-amnésie et j'ai renversé quelqu'un. Et en fait, je lui dis, et donc vous faites ça combien de fois? Et elle me dit, je sais pas, parfois 7 8 fois. Donc j'en déduis, parce que je vous le dis, il y a ce sentiment de honte qui est très fort, qu'elle est plutôt à 15 20, mais qu'elle n'ose pas le dire parce que c'est quand même extrêmement bizarre. Vous en conviendrez. Euh, Par ailleurs, ce qu'elle fait au moment de partir, c'est qu'elle a extrêmement peur que son chien s'échappe en fait de la maison, et du coup, elle a une barrière dans son jardin avec trois verrous, donc un verrou normal, un cadenas et un espèce de rond qu'on met comme ça à la campagne entre les deux battants. Et donc, elle vérifie une dizaine de fois les trois systèmes de verrouillage parce qu'elle a vraiment très peur que son chien s'échappe et qu'il meure, qu'il se fasse écraser en fait. Et donc, elle vérifie une dizaine de fois, mais le problème, c'est que arrivé à peu près donc à mi-trajet, sachant qu'elle a déjà mis beaucoup de temps pour faire cette moitié de trajet, elle se dit, je pense que j'ai pas bien fermé. Donc elle repart. Mais elle repart et il faut qu'elle fasse ses tours de rond-point hein, en repartant. Donc, c'est un enfer. Vraiment, c'est un enfer absolu. Et alors, ce qu'elle a fait, parce que je vous dis, ils sont très créatifs, c'est qu'elle prend en photo le portail, en fait, avec ses trois systèmes de verrouillage, pour, une fois qu'elle a cette inquiétude qui lui vient, pouvoir regarder la photo et se dire si, si, c'est bien fermé. Mais là, il y a une voix qui lui dit, mais si ça se trouve, c'est une photo d'hier, mais elle s'est inversée parce que tu sais, Internet, on peut pas faire confiance. Enfin bref. De toute façon, même avec cette photo, elle y retourne. Et donc, comme je vous le disais, je lui dis, j'ai l'impression que, en effet, enfin, il y a quelque chose qui vous fait extrêmement peur, c'est-à-dire que une micro-amnésie, c'est parfaitement possible, et en effet, c'est quand même un peu gênant, parce que vous pourriez en effet écraser quelqu'un, et j'imagine que ça, c'est quand même extrêmement inquiétant pour vous. Il me dit oui, je lui dis, imaginons que, en effet, ça se passe, que vous ayez cette micro-amnésie, et que, pour une raison étrange, vous ne reveniez pas sur vos pas, que vous sortiez du rond-point, comme si de rien n'était. Qu'est-ce qui pourrait se passer d'épouvantable en fait? Et elle me répond, eh ben là, ça veut dire que j'aurais écrasé quelqu'un et j'aurais fait un délit de fuite en fait. Et du coup, ça veut dire que mes collègues qui verraient ça me courseraient en fait et me diraient, une fois qu'ils m'auraient arrêté, me diraient, mais comment t'as pu faire ça, Lucie? Mais c'est pas possible, t'es un gardien de la paix et tu t'as fait ça. Enfin, c'est juste incroyable, t'es vraiment une ordure quoi. Donc voilà. Et je lui dis, et puis ensuite, donc du coup, ben, vous seriez traîné devant un juge, et puis récemment, il vous mettrait en prison. Et moi, je sais en prison ce qui arrive la plupart du temps aux forces de l'ordre, donc je préfère pas trop imaginer ce qui pourrait se passer. Et là, elle m'arrête, elle me dit pas du tout, ça ne me ferait rien du tout, parce qu'en fait, je trouve que j'aurais mérité en fait d'être en prison. Non, moi, elle me dit, c'est le moment horrible là que vous m'avez raconté, où ils sont tous autour de moi et ils me regardent en disant, mais comment t'as pu faire ça, Lucie, en étant gardien de la paix, quoi? T'es vraiment une saloperie, quoi. Elle me dit ça, c'est pas possible en fait. Chaque fois que vous me l'avez dit, ça a été juste affreux.
Et elle me dit, et je lui dis, mais euh, être comme ça, pointé par des gens qui vous regardent de façon vraiment extrêmement négative, extrêmement hostile, euh, ça vous rappelle des choses? Vous avez vécu des choses comme ça, j'imagine? Parce que moi, je me dis que votre terre a tremblé à un moment donné, un peu avec quelque chose de cette nature. Et là, elle me dit, quand j'étais petite, moi, je viens de Toulouse, me dit-elle, et quand je suis arrivée ici dans la région, donc moi, je suis en Bourgogne, euh, en fait, j'étais en CP, j'avais 6 ans, et j'avais un accent hyper prononcé, que je n'ai plus hein, depuis, mais j'avais un accent hyper prononcé de Toulouse. Et du coup, ben, la maîtresse, en fait, faisait monter sur l'estrade pour parler, pour réciter. Et là, elle se moquait de moi, en fait. Elle se moquait de mon accent, et toute la classe riait, en fait. Et elle me dit, c'était horriblissime, je m'en souviens encore, j'ai envie de pleurer quand je vous le raconte et tout. Et je lui dis, mais comment ça s'est terminé cette histoire? Ça a duré longtemps? Elle me dit, bah, ça a duré ouais, plusieurs mois jusqu'à un moment donné où j'ai craqué, vraiment, j'en pouvais plus. Et je l'ai dit à ma grand-mère, qui était également une Toulousaine, qui avait déménagé avec eux. Grand-mère qui est allée donc, je pense, mettre un coup de boule à la maîtresse, je pense éventuellement quelque chose de cet ordre-là. Et la maîtresse a arrêté de faire ce spectacle. Mais enfin, en tout cas, elle en avait conçu vraiment quelque chose d'absolument épouvantable en termes d'angoisse. Donc je lui dis, en fait, je trouve que cette peur-là, qui est la vôtre, qui vient heurter vos valeurs, comme disait Grégoire tout à l'heure, ça vient heurter vos valeurs de gardien de la paix. J'avais vraiment bien validé que le fait elle ait choisi ce métier n'était évidemment pas le fruit du hasard et qu'elle voulait vraiment défendre la veuve et l'orphelin. Donc, pour quelqu'un comme ça, écraser quelqu'un et faire un délit de fuite, c'est quand même juste monstrueux. Donc, j'ai dit, donc je comprends très bien que vous ayez peur et donc il va falloir qu'on affronte un peu cette peur. Vous connaissez bien le mouvement. Et donc, elle revient en deuxième séance et elle me dit, donc ça a été horrible, hein, je l'ai fait une dizaine de fois le soir chez moi. J'ai imaginé cette scène absolument épouvantable, j'ai beaucoup pleuré, voilà, mais c'est vrai que au fur et à mesure que ça venait, que je le faisais venir, pardon, c'était un peu moins horrible. Mais elle me dit, mais en revanche, ça m'a jamais fait aussi peur que quand vous me l'avez dit, en fait, Madame Piquet. Donc, est-ce que vous pourriez m'enregistrer, en fait, la façon dont vous me racontez ce scénario? Parce que quand vous le dites vous, ça me fait beaucoup plus peur. Donc, j'ai enregistré, du coup, ce scénario épouvantable. Elle a commencé donc à apprivoiser cette peur. Ce qui l'a un peu apaisé. Mais évidemment, ça n'a rien réglé. J'ajoute parce que je ne l'ai pas dit que en ce qui me concerne, nous, on est à peu près à 4,2 séances par thérapie. Voilà, sur l'ensemble de nos sujets. Sur les TOC, on est plutôt à 8-10, hein. C'est vraiment des thérapies qui sont extrêmement longues, précisément parce qu'il y a ce schéma interactionnel entremêlé avec les deux émotions sous-jacentes. Donc, je débriefe le pire et donc ça commence à s'apaiser un peu. Et là, en fait, je lui dis, donc je vais vous demander quelque chose d'un petit peu qui va vous sembler bizarre, mais je pense que ce serait vraiment intéressant qu'on observe ce qui se passe. Je ne vais pas trop vous expliquer pourquoi. Vous savez qu'avec les obsessionnels, on n'explique pas trop pourquoi, parce que sinon ils essayent de vous niquer en vous redéfaisant tout le truc, en détricotant l'ensemble de l'affaire. Je lui dis, je ne vais pas trop vous expliquer pourquoi. Mais je voudrais que on laisse un peu une place à ces rituels un peu plus haut de gamme, un peu plus positif, parce que je pense que voilà, le fait de vouloir absolument les contrôler ne donne rien de bon, parce qu'ils se sentent comme un peu vexés, blessés, et donc ils se manifestent tant et plus. Et je me suis dit, d'un point de vue strictement opérationnel, je ne vais pas lui prescrire le symptôme sur les ronds-points, parce que ça peut être extrêmement dangereux. En revanche, je me suis servi donc de cette fameuse fermeture de son jardin là pour éviter que la chienne ne parte. Je lui avais fait également un pire hein, sur le fait que sa chienne se faisait tuer à cause d'elle et que son mari vraiment lui en voulait terriblement et euh, lui disait que c'était inadmissible, qu'on pouvait vraiment pas lui faire confiance, etc. Et, euh, et du coup, je lui dis, voilà, j'aimerais bien qu'on fasse la chose suivante, c'est que vous allez, au moment où vous partez, vérifier votre portail. Vous pouvez vérifier une fois les trois verrous, d'une certaine manière, parce que ça paraît relativement logique. Vous allez décider de partir à ce moment-là.
Euh, mais il se peut que les rituels disent non, c'est pas possible, je ne peux pas le faire qu'une fois. Donc à ce moment-là, si vous le faites plus d'une fois, je veux non seulement que vous le fassiez 10 fois là, mais je veux qu'en plus vous le refassiez 2 fois en partant et en revenant 10 minutes après. Je veux que vous vous disiez si jamais je vérifie plus qu'une fois, alors je vérifie 10 fois et en plus je pars au travail et je suis obligée de revenir 2 fois. C'est ça la tâche. Donc ça, c'est typiquement de la prescription de symptômes. Et je me souviens de Lucie me regardant avec des yeux éberlués et me disant, mais vous me demandez quand même des choses ultra bizarres, Madame Piquet. Ce à quoi je lui avais répondu, parce que vous, Lucie, vous ne faites pas des trucs bizarres entre nous. Et elle m'avait dit, OK, d'accord. Donc, euh, ce qui a été très intéressant dans le débriefing de cette tâche-là, c'est que, et on le dit souvent, hein, les rituels font souvent tache d'huile hein, quand la peur est maltraitée, c'est-à-dire que les rituels vont un peu partout. Mais d'un autre côté, lorsque, en effet, on arrive à prescrire le symptôme de façon satisfaisante sur un des rituels, souvent ça fait tache d'huile sur le reste. Euh, et donc, petit à petit, on a entamé les autres symptômes en les prescrivant hein, d'une façon extrêmement douloureuse. Et en fait, ce que m'a dit Lucie, c'est que pour la première prescription de symptômes, euh, les 3 premières fois, elle a vérifié 10 fois et elle a fait 2 fois l'aller-retour. 3 fois, elle était quand même puissante. Hein. Et puis la quatrième fois, elle dit flemme, flemme, c'est pas possible en fait. Je veux dire, c'est juste insupportable. Et elle est repartie en vérifiant qu'une fois. Donc ça a vraiment été vraiment le début en fait de quelque chose qui l'a ultra détendu. Mais je pense sincèrement que je n'aurais pas pu d'une certaine manière faire quoi que ce soit si je n'avais pas fait cet exercice du pire avant. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment que on travaille sur les deux aspects et c'est souvent ce qui est très compliqué dans ces situations. Et puis le jour 10 de cette thérapie, je me suis dit, j'étais très nardonienne à l'époque, je ne dis pas que je ne le suis plus, mais je veux dire, j'étais beaucoup en train de lire Nardone, et je me suis dit, j'ai la sensation qu'il faut que je boucle cette thérapie par un rituel un peu global, en fait, pour euh, nourrir son appétence obsessionnelle, et d'une certaine manière faire aussi un bouclage, parce que je trouve que les obsessionnels ont souvent beaucoup de mal à quitter les thérapeutes, parce qu'ils ont hyper peur que ça recommence, en fait, hein, d'une certaine manière. Et donc, je pense que c'est important symboliquement quand, euh, quand on ressent que c'est nécessaire de le faire. Et donc, il se trouve que moi, je consultais à l'époque près d'un grand centre commercial à Crèche-sur-Saône, que je vous recommande pas du tout par ailleurs sur un plan culturel, mais enfin qui est un lieu qui existe et que tout le monde connaît, qui est très grand avec plein de boutiques, et donc un gros carrefour. Et je lui dis, Lucie, on va faire pour notre dernière séance, je vous ai fait une surprise. Je vous ai fait une surprise parce que j'ai beaucoup d'affection pour vous et puis je trouve qu'il faut qu'on termine ça un peu dans la joie. Et donc j'avais acheté 2 nez rouges en plastique de clown et je lui ai dit on va aller toutes les deux, on va aller à Carrefour. Et puis je vais m'arrêter moi aux caisses et vous allez aller au fond du magasin. Au fond du magasin il y a des Ferrero Roche d'Or et vous allez m'en acheter un au lait parce que c'est mon préféré, c'est celui au lait. Et puis vous reviendrez, mais bien sûr vous gardez votre nez puisque c'est un peu le sujet. Alors on y va. Donc, on commence à rentrer dans la galerie marchande. Donc, j'étais à côté d'elle, c'était une grande femme, mais moi, je suis assez petite. Donc, on était extrêmement ridicule quand même, hein, il faut bien admettre. Et c'est pour vous dire que je donne beaucoup de ma personne quand même en thérapie. Donc, j'avais le nez, voilà, avec elle. Alors, les caissières me connaissent, hein, les caissières me connaissent, donc, les chansons, donc, elles ne sont pas étonnées. Elles disent c'est la psy folle qui travaille à côté. Donc, Lucie avait son nez, et alors je voyais qu'elle elle essayait de me duper, c'est-à-dire qu'elle mettait un peu sa main devant son nez comme ça en marchant. J'ai dit, Lucie, c'est pas du tout l'exercice en fait. On est en train de faire le rituel de sortie de cette thérapie. Donc elle l'a enlevé, elle était tellement mal. Et là, on croise 4 gamins. Et là, elle est vraiment, je sens qu'elle est vraiment, elle est prête de défaillir, quoi. Et là, les 4 gamins lui disent Salut le clown. Elle dit Salut. Et donc ensuite, elle est partie me chercher mon Ferrero Roche d'Or. Nous sommes rentrés au cabinet. Je l'ai mangé. C'est hyper intéressant, ma vie. Et puis voilà, ça en a été terminé de cette thérapie. Je pense que Lucie était proche du suicide, sincèrement. Je pense vraiment que ça devenait absolument monstrueux pour elle. Et j'ai eu 3 ans plus tard son mari qui est venu.
pour une problématique le concernant. Et lui m'a dit, je pense vraiment que vous lui avez sauvé la vie. Donc, j'ai constaté que 3 ans plus tard, ça fonctionnait toujours. Donc, c'est pour ça que je vous ai raconté ce cas, parce que du coup, je sais que ça a été consolidé.